Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour décrypter ensemble l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Christian Parizeau. Tout d'abord, bonjour Christian Parizeau. Bonjour. Vous êtes président de Altaïr Economics. À vos côtés, Pierre-Alexis Dumont nous accompagne également ce soir. Bonjour Pierre-Alexis Dumont. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la gestion actions et convertibles chez Groupama AM et nous avons le plaisir d'accueillir également Alexandre Taïeb. Bonjour Alexandre Taïeb. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant analyste chez Sycomore Asset Management. Christian Parizeau, je vous propose de commencer avec vous. Nous avons découvert les indices PMI pour la zone euro ce matin qui montrent un recul de l'activité ou en tout cas effectivement une activité en berne dans la zone euro. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces PMI ? On lit deux types d'interprétations. L'un qui dit effectivement la politique de la BCE porte ses fruits effectivement et donc on voit dans les PMI les fruits de cette politique monétaire, et d'autres qui disent cela peut venir remettre en cause le discours de la BCE de la semaine dernière qui anticipait de devoir faire beaucoup plus alors que justement on voit les fruits de cette politique monétaire dans les PMI. Alors je ne suis pas sûr que ça émeut beaucoup un banquier central allemand ce qui a été publié mais on peut regarder. Alors ce qui est encore visible quand même, c'est d'une part qu'il y a une dichotomie entre l'industrie et les services. L'industrie souffre énormément et je dirais que c'est sans trop m'avancer qu'on peut vraiment aller vers une récession industrielle dans la zone euro. Et l'Allemagne souffre énormément, naturellement, de par le poids de l'industrie, souffre d'autant plus. Alors ça, c'était acté, on le savait, et il y a un mouvement et on a aujourd'hui une production qui baisse. On a aussi des carnets de commandes qui sont en baisse et des nouvelles commandes qui sont en contraction, donc il n'y a pas de mystère. Il y a vraiment une orientation assez mauvaise qui est liée à la demande intérieure. Il y a des effets de déstockage dans l'ensemble du secteur productif et il y a le fait que aussi les ménages commencent à restreindre certains achats de biens durables à cause de l'inflation. Bien sûr. Donc il y a bien un effet quand même très fort de ralentissement qui est lié à l'inflation, au problème de pouvoir d'achat. De l'autre côté, on a le secteur des services. Alors le secteur des services nous décrivait quelque chose d'assez positif jusqu'à présent puisqu'on était en forte croissance. Là, ça commence à ralentir, mais on reste toujours en croissance dans le secteur des services et c'était très rare d'avoir un tel décalage entre le secteur manufacturier et le secteur service. Et là, on commence à voir des mentions dans l'enquête de directeurs d'achat qui nous disent il y a la hausse des taux d'intérêt, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les perspectives économiques et il y a beaucoup de prudence dans la part des clients. Donc on commence à avoir une certaine contamination finalement de la récession industrielle et donc sur le secteur des services. Une normalisation du rapport entre manufacturier et services. Alors voilà. Alors attention quand même, parce que ça reste quand même un écart important entre les deux. Et puis d'autre part, il y a quand même des secteurs dans les services qui se portent toujours très bien. Et on le voit, les ménages restreignent leurs achats alimentaires, restreignent peut-être, diffèrent leurs achats d'automobiles, mais ils ont envie de partir en vacances. Donc c'est pas tous les secteurs, et il y a des secteurs qui vont très bien. Et c'est ça qui nous complexifie énormément, c'est qu'on n'est pas dans un retournement de cycle classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont en pleine forme et d'autres qui souffrent énormément. Dernier point, la partie là qui pourrait faire plaisir aux banquiers centraux, la partie tension inflationniste, et là aussi ça ne nous aide pas énormément. Alors globalement, oui, les tensions inflationnistes sont en train de reculer, mais on a deux types de logique. On a le secteur industriel dans lequel on n'a pas de pricing power, puisqu'on a une chute des carnets de commandes, donc on baisse les prix, et on commence à avoir véritablement des prix de vente sortie usine qui sont en recul, donc on parle pas seulement de désinflation, mais de déflation, et donc il y a bien un effet baisse de la demande, et on a un secteur des services qui, eux, notent encore une très forte hausse de leurs coûts de production, essentiellement les salaires. Et donc, on voit qu'il y a une accélération des salaires et ça augmente les coûts de production. Et du coup, il y a une certaine résilience, alors même si ça ralentit un petit peu, mais il y a une résilience dans la hausse des prix. Donc, dans les services, on continue de monter les prix. Et ça, c'est ça qui inquiète aujourd'hui les banquiers centraux. C'est pas l'industrie, très clairement, mais c'est cette hausse continue des prix dans les services. C'est deux mouvements finalement distincts entre secteur manufacturier et secteur des services. Ce qui tombe mal, c'est que le secteur qui a le plus de pricing power, qui bénéficie d'une forte demande, les gens qui ont envie de partir en vacances et tout ça, c'est pas parce que je vais vous en augmenter de 10% votre voyage, vous avez envie de partir, vous avez payé votre voyage. Donc ces gens-là, ils ont ce qu'on appelle du pricing power, ils ont la capacité de remonter leur prix et ils ont leurs coûts de production qui augmentent. C'est pas aussi par plaisir qu'ils le font. Donc ça s'alimente. Donc ça s'alimente. Donc c'est ça qui inquiète, c'est pour ça que les banquiers centraux sont aussi focalisés aujourd'hui sur les salaires. Parce que faut pas oublier, c'est que le secteur des services, c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. Ça peut expliquer pourquoi le taux de chômage ne remonte pas actuellement. C'est un secteur très dense en emploi. Donc ça veut dire que tant que la croissance est forte dans les services, vous aurez des marchés du travail qui sera tendu. Ça peut alimenter la hausse des salaires. Et c'est un secteur qui n'a pas de gain de productivité. C'est-à-dire que le vouliez ou non, dans votre restaurant, vous pouvez pas doubler la productivité de votre serveur. Donc du coup, c'est un secteur qui est très sensible à la hausse des coûts salariaux. Et donc, ce qui fait peur aujourd'hui aux banquiers centraux,
euro, c'est surtout cette inflation dans les services, et que cette inflation dans les services autant entretienne un niveau d'inflation supérieur aux 2%. Naturellement, on va ralentir et on va avoir un mouvement de désinflation, mais ça auto-entretienne un petit peu une inflation au-dessus de leur objectif. Mais pour autant, et on finira là-dessus sur le sujet de la zone euro, le secteur manufacturier est en contraction actuellement, les services donc, est le seul des deux en expansion, un choc trop fort sur les services conduirait mécaniquement à un choc récessif sur le sol européen. Mais même historiquement, on regardait l'ISM manufacturier, on regardait la partie manufacturière, parce que souvent, la récession débute par le secteur industriel qui entraîne les services aux entreprises et qui entraîne l'ensemble de l'économie. Donc, mais on est encore dans quelque chose de très particulier, c'est qu'aujourd'hui, le poids des services dans la consommation des ménages n'est pas revenu à son niveau de 2019, et donc on a un secteur des services qui a encore un effet rattrapage post-Covid, et ça entretient forcément la solidité dans ce secteur. Mais je dirais que si on était dans une économie classique et dans un cycle classique, là, on a tout qui est là pour avoir une récession dans les prochains mois. Mais encore une fois, on est encore dans une situation un peu plus complexe en ce moment. Pierre-Alexis Dumont, si je comprends bien ce que nous a dit Christian Parizeau, le seul indicateur à regarder, c'est les salaires dans le secteur des services en Europe. Si on parle de la zone euro, on parlera des États-Unis, mais pour un banquier central. Oui, mais donc pour un banquier central, mais pour aussi prendre en cause les conséquences d'une future politique monétaire. Oui, tout à fait. De toute façon, vous pouvez le prendre dans la zone euro, vous pouvez le prendre en Angleterre, vous pouvez le prendre aux États-Unis. Je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est un phénomène qui est globalisé, qui doit d'ailleurs inquiéter un peu les banques centrales. C'est-à-dire que c'est pas du tout lié à une zone particulière, c'est vraiment lié à des effets, en effet, Covid, sans doute, des effets de rattrapage, de décalage. Il y a eu surconsommation de biens de consommation pendant le moment Covid. Maintenant, il y a un rattrapage des services, et tout ça fait qu'on a des décalages de phase. Et quand vous voyez une récession classique en général, vous avez l'industrie qui flanche, puis derrière assez vite les services qui flanchent, et derrière la demande qui flanche, et une récession des bénéfices. Et un taux de chômage plus élevé. Voilà, donc qui va entre 15 et 30%, voire un peu plus si vous rentrez en crise. Là, on n'a pas du tout ça, en fait. Vous avez des segments qui sont dans le dur. Vous avez sans doute vu le nombre d'avertissements sur résultats dans le secteur chimique. Là, vraiment... Bien sûr. Et dont un qui a dit, moi, dans mon secteur, c'est le nouveau Lehman. Donc, voilà, donc on est vraiment sur certains segments en difficulté forte. Mais par contre... Ce qui n'a pas forcément le lien avec le contexte monétaire, pour le coup. C'est plus en lien avec les stocks de leurs clients qui sont toujours... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire. Il y a des effets de déstockage, oui, ça c'est clair. Évidemment, il y a eu Non, mais vraiment, l'effet Covid a complètement déréglé les mécanismes. Oui. Voilà, vous avez eu des phénomènes de déstockage, de stockage énormes, avec des phénomènes de déstockage où on a maintenant même des surprises assez importantes sur le temps de déstockage. Il y a eu tellement de stocks qu'on va, dans certains secteurs, on parle de 12 à 18 mois de déstockage. C'est quand même, en général, ça dure 6 mois. Donc on est vraiment et de ce fait, vous avez vraiment un contexte macro et un contexte micro qui, pour l'instant, se parlent pas ou se parlent mal. Bien sûr. Et si en plus vous rajoutez l'IA là-dedans, vous avez un contexte micro qui va pour 70% des sociétés est très bien. Et quand vous parlez aux sociétés, il n'y a pas de récession. Et ils ne le voient pas, même sur les 3 à 6 prochains mois. Et sur le reste, c'est en difficulté, mais ça ne se voit pas au niveau de l'indice et ça ne se voit pas au niveau des masses, des masses bénéficiaires. Donc on est vraiment dans un jeu d'une récession vraiment très atypique. Et là, maintenant, toute l'anticipation va être de dire est-ce que ce décalage de phase ne va pas faire qu'on va réussir un soft landing, ce qu'on arrive assez rarement à faire, en toute honnêteté. Mais est-ce que pour autant, là, il n'y a pas des indices qui montrent qu'on pourrait y arriver? Alors peut-être que c'est très optimiste, mais on a effectivement une inflation qui montre des signes, j'allais dire essoufflement, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de ralentissement en zone euro, et une croissance... Alors, le sujet, c'est la croissance, mais en tout cas, le taux de chômage reste, lui, pour le coup, relativement bas. Nous, on a augmenté notre probabilité on considérait que c'était un scénario très optimiste, ce soft landing avec ce qu'on appelle un Goldilocks scénario. Nous, on l'a augmenté. D'accord. Tout simplement parce que ce décalage de phase va faire qu'à un moment, sans doute que le contexte récessif industriel lié au déstockage va finalement
atteindre son point bas, et c'est sans doute peut-être dans les 2 prochains trimestres, et on n'aura pas le temps d'avoir un ralentissement assez fort du service pour faire qu'on ait une récession synchrone avec les effets qu'on connaît classiques d'une récession sur notamment le contexte bénéficiaire des entreprises. Donc, c'est une vraie question qu'il faut se poser, parce que dans ce cas-là, on n'a pas ce phénomène de stagflation, on serait plutôt dans un scénario de reflation. Et dans un scénario de réflation, il faut avoir des actions. Donc, c'est vraiment, sincèrement, on vit une époque très très atypique avec vraiment des taux zéro, un choc externe Covid, un choc géopolitique, et tout ça fait que vous avez vraiment des fonctionnements assez traditionnels et historiques qui ne fonctionnent plus. Donc là, et de ce fait, c'est vrai que ça se voit énormément sur les marchés. On a vraiment des phénomènes de va-et-vient assez forts. Sur la partie action, c'est majeur. D'un mois sur l'autre, vous pouvez avoir des retournements de mal. Et on va rester sans doute dans ce no man's land pendant encore 3 à 6 mois avant qu'on ait vraiment un contexte macro qui soit établi, qui fasse, on rentre en contexte récessif, donc il faut faire ça, ou finalement on va arriver à des visions de soft landing avec finalement des taux qui vont sans doute rebaisser, ou en tout cas qui vont arrêter de monter, et dans ce cas-là, ce ne sera pas du tout le même portefeuille et la même stratégie à adopter. Alexandre Taïeb, toujours sur la zone euro, quand on regarde effectivement les indicateurs, les chiffres qu'on peut voir. Alors je rappelle qu'effectivement la BCE la semaine dernière a annoncé revoir à la baisse effectivement ses prévisions de croissance pour 2023. Alors on parle de 0,1%, mais bon, on les revoit à la baisse. Le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est un soft landing, ou au contraire un épisode de stagflation où on n'aurait pas de croissance et une inflation qui, certes, ralenti, mais resterait au-dessus de l'objectif de 2%. Alors je suis plutôt d'accord avec l'augmentation de la probabilité du scénario de soft landing, pour les raisons qui ont été évoquées, c'est-à-dire le décalage de phase avec... parce que la grande question, c'est quand même, est-ce que, comme historiquement ça a été le cas, la consommation et les services vont rejoindre l'industrie, ou est-ce que c'est l'inverse? La vérité se trouve probablement un peu au milieu des deux. Chacun va faire un pas. Voilà, donc on voit la première étape qui est la consommation qui ralentit, mais qui est toujours en phase d'expansion, on l'a dit avec les PMI des services. Ce qui est quand même assez inquiétant, on va dire le plus inquiétant de tous ces indicateurs qui sont sortis, parce qu'il y en a beaucoup, c'est le PMI en Allemagne, le PMI manufacturier en Allemagne qui est à 41. Là, on est vraiment en zone de contraction, sachant que l'Allemagne est censée théoriquement être la locomotive économique européenne. Bien sûr. Bon, ça fait un peu tâche. Donc on sent bien le ralentissement. Et surtout, et c'est ce qui fait que les marchés là sur les derniers jours, les dernières semaines, sont quand même en phase de légère consolidation, c'est que le discours des banques centrales n'infléchit absolument pas. On a cru à un moment donné que ça allait s'infléchir, on a cru que Powell allait faire une pause, mais en fait c'est pour mieux les remonter après, et la BCE insiste sur le fait que l'inflation est encore beaucoup trop élevée. Oui, nous avons encore du chemin à faire, et donc nous a dit Christine Lagarde. Ouais. Le risque, c'est finalement d'avoir des banques centrales trop au quiche avec une économie en ralentissement, et là le marché va retourner en phase 2022 avec une baisse beaucoup plus rampante, mais sur l'ensemble de l'année. Ça, pour moi, c'est le risque majeur. Si la Banque centrale prend un peu acte de ce qui va se passer après, qu'elle arrête un peu de regarder dans le rétro, il y a quand même quelques indices qui nous montrent que, et ça a été dit, on va rentrer dans une période de ralentissement de l'inflation qui a commencé. Il faut quand même savoir que la composante de l'inflation et de l'inflation corps principale, c'est l'immobilier, notamment aux États-Unis. Là, sur l'immobilier, on voit une baisse de la demande, mais il y a une inertie tellement forte qu'avant que ça se retranscrive dans les prix, c'est un petit peu long. Donc la pause, à mon sens, est bienvenue. J'espère qu'elle va durer plus longtemps qu'un mois voilà, ou deux. Ouais. Plus longtemps qu'un mois ou deux, ça serait pas mal, histoire de voir les effets quand même de la politique monétaire. En revanche, si jamais on voit ce ralentissement de l'inflation sans récession forte, là, le marché, vous le savez, il fonctionne en dynamique, et à partir du moment où c'est, entre plein de guillemets, pardon, c'est pas français, moins pire qu'attendu, le marché pourra repartir sans problème. Et pourquoi j'augmente aussi le scénario de soft landing, c'est que, alors peut-être que effectivement les variables historiques ne fonctionnent plus très bien, mais vous n'avez quasiment jamais eu de récession sans, au préalable, une augmentation du taux de chômage
assez sensible dans les mois qui précèdent la récession. Là, on n'a pas ça. On a eu ça très très peu aux États-Unis. C'est passé de 3,4 à 3,7. En Europe, on n'a absolument pas ça. Donc, pour l'instant, tant que consommation, services, emploi tiennent, pour nous, le soft landing est plutôt le scénario à privilégier. C'est un scénario qui est pricé par les marchés aujourd'hui, Est-ce que les marchés s'attendent encore d'avoir des baisses de taux des banques centrales prochainement ? Alors, sur le marché obligataire, c'est un peu plus pricé, puisqu'il y a encore un mois, on attendait 3 baisses de taux d'ici janvier à 2024 de la part de la Banque centrale américaine. C'est plus du tout le cas. Donc là, les banquiers centraux, entre guillemets, se sont fait comprendre à la dernière. Absolument. Et puis le marché s'est ajusté. Et je pense qu'on attendait quand même, pour la plupart des investisseurs, une récession forte. On parlait encore beaucoup de stagflation fin 2022, début 2023. On en reparle un peu aujourd'hui, mais il y a eu toute une période où on en parlait moins et on parlait de plus en plus de Goldilocks. Donc finalement, le marché s'est ajusté. Et puis, deuxième chose, donc j'ai parlé du marché obligataire. Sur le marché action, si on pense vraiment qu'il y a une récession très très forte à venir, oui, le marché action doit être beaucoup plus bas. En revanche, s'il n'y a pas de récession, il y a énormément de positions attentistes de la part des investisseurs. C'est juste un chiffre, il y a plus de 5 000 milliards qui dorment dans les fonds monétaires US. Ça doit se réallouer quelque part. Si à un moment donné, vous vous rendez compte qu'on est en soft landing et que le cycle repart, ça pourrait repartir très vite, très fort. Même si vous avez 1% de taux réel, vous cherchez à gagner plus normalement. Donc ça doit se réallouer normalement sur les actions. Christian Parizeau, alors on a mentionné effectivement ce sujet de reflation, de stagflation. Et effectivement, est-ce que ça fait partie des scénarios ? Là, on parle de soft landing, le scénario idéal. Vous aussi, vous avez remonté cette possibilité d'un soft landing, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ? Moi, j'ai plutôt remonté la probabilité que le marché se focalise sur un scénario de stagflation. Moi, c'est plus ça qui me fait un peu peur. Parce que là, ce qui est en train d'apparaître, alors je parle à court terme, Bien sûr. Je ne vous dis pas que c'est... Et je ne dis pas que je crois à ce scénario-là. Je dis juste qu'en ce moment, les marchés commencent à intégrer en ce moment l'idée que les banquiers centraux en font trop. Et ça, c'est quelque chose qui commence à vraiment sortir dans les débats. Ils vont nous tuer la croissance. Et vous avez qu'à regarder les cours du pétrole. Ça vous l'illustre très bien. Donc, le marché commence donc, pardon, pour bien comprendre, on a des banquiers centraux qui, quand même, essayent de faire passer le message qu'ils vont continuer à monter les taux, ne serait-ce pour qu'au moins on accepte l'idée qu'on va rester dans un environnement de taux élevé, et des marchés qui ne veulent pas croire à ce scénario, qui disent les banquiers centraux qui ne voulaient pas y croire. Et je pense que là, ils font tout pour nous faire comprendre qu'il faut y croire un petit peu. Non, alors après, ils ont leur logique aussi. Je ne dis pas que leur but du jeu, c'est de casser complètement la croissance. C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont vraiment peur, c'est une perte de crédibilité. Et quand on regarde aujourd'hui, si vous regardez les marchés obligataires, à long terme, l'inflation à long terme, maintenant, elle est à 2,5. Elle n'est plus à 2. Donc les marchés disent, et c'est tout un débat que vous entendez aussi, sur le fait que les banques centrales ne vont pas réussir à avoir leur objectif de 2. Et par contre, écoutez-les, et vous allez voir qu'ils n'ont qu'une seule chose dans la tête, le 2. Bien et sûr, ils veulent surtout pas en changer. C'est-à-dire que ils n'arrêteront pas avant. À chaque fois, on pose la question à Madame Lagarde ou à Monsieur Powell, est-ce que vous voulez pas changer votre objectif d'inflation ? Il y a de l'inflation à long terme qui arrive, il y a plein de choses, le monde change. Non. On est à 2. Et c'est logique, parce qu'ils changeront leur objectif d'inflation que quand ils seront revenus à 2 ou en dessous. Sinon, ils perdraient complètement de crédibilité. Et ils considèrent que s'ils perdent leur crédibilité, ça veut dire des taux réels durablement plus élevés. Et c'est un vrai frein à la croissance à long terme. Donc pour eux, pour avoir la meilleure croissance à long terme, il faut vaincre l'inflation et il faut être sous son objectif d'inflation, ou en tout cas autour du 2, et être crédible. Donc ça, c'est leur logique à eux. Donc vous pouvez leur dire, vous allez nous faire la récession, vous allez nous casser la croissance. Ils vont vous dire, oui, mais moi je raisonne à long terme et je dois rester crédible à long terme. Et pour ça, je me moque si pendant 1 ou 2 trimestres, on a une contraction du PIB. Donc ils sont dans cette logique-là, eux. Un scénario avec une croissance sur le sol européen ou sur le sol américain, mais mettons sur le sol européen, et une inflation à 2,8, mettons, et une banque centrale qui accepterait cette situation, ça n'est pas envisageable, ça n'est pas plausible. C'est pas envisageable, et puis il faut l'intégrer. Voilà, les banquiers centraux sont en train de nous dire, et regardez les dernières prévisions, que ça soit du côté américain ou européen, ils nous disent on sera au-dessus des 2 en 2025. Et M. Powell nous a dit que la conséquence première, c'est qu'il maintiendrait des taux réels directeurs, des taux directeurs positifs. Oui. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais freiner la croissance au moins jusqu'en 2025. Vous voyez que le message est fort. Le marché n'a pas regardé ça, mais le message est très fort de sa part. C'est-à-dire que je vais appuyer sur le frein jusqu'en 2025.
à part si avant 2025 je retrouve votre objectif d'inflation. Donc ça reste quand même. Donc c'est pour ça que je dis que là on peut traverser un peu de mouvement sur cet été. Alors juste pourquoi moi j'y crois pas, parce que c'est pas que je crois qu'ils vont changer d'avis, c'est juste que je pense qu'il y a quand même une porte ouverte pour que l'inflation ralentisse assez nettement dans les prochains mois. D'accord. Et qu'ils soient rassurés et qu'ils retrouvent. Alors surtout plus du côté des États-Unis que de l'Europe, mais je pense qu'aux États-Unis, on en a parlé un petit peu. Les prix de l'immobilier par exemple aujourd'hui, les prix des loyers. Si vous prenez ce qui est des offres, les offres, vous savez, dans les journaux des loyers, c'est en hausse de 2% sur un an, les loyers aux États-Unis. Et si vous prenez l'indice des prix calculé par le BLS, alors je ne rentre pas dans les détails, mais ils ont une façon de calculer ça un peu spéciale, on est à plus de 8%. Donc ça veut dire que potentiellement, dans les prochains mois, on va passer de 8 à 2. Déjà, si on a ce gros mouvement sur l'immobilier maintenant, c'est 60% de l'inflation du noyau dur de l'indice des prix. Et on passerait de 8 estimés à 2 constatés. Alors voilà, ça ne va pas se faire d'un seul jour au lendemain, ça ne sera pas sur un mois, ça va être en tendance, parce qu'ils le lissent énormément. Mais ça veut dire que si on arrive à ce niveau-là, vous avez en gros le mouvement de 2 on va se rapprocher des 2, sachant que la partie bien pourrait être même négative dans les prochains mois avec l'alimentation qui se recoule. Donc, je ne suis pas très très inquiet. Mais attention, cet été, on peut s'attendre quand même que le marché soit un peu dans entre deux eaux et hésite. Et là, si on a ce scénario-là, ça peut quand même pas mal bouger sur les marchés. Ça peut être un peu chahuté. Justement, Pierre-Alexis Dumont, on va parler marché un petit peu. Donc, si on regarde sur une semaine, on l'a évoqué tout à l'heure en introduction avec Alix, qu'on regarde aux États-Unis, qu'on regarde en Europe, qu'on regarde même en Asie, les marchés reculent. Alors, c'est l'effet banque centrale, c'est ça ? Faut regarder l'effet banque centrale, ou faut se dire que finalement, cette consolidation qui était attendue après les semaines qu'on a connues commence à pointer le bout de son nez ? Je pense que les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'on a eu quand même une assez forte accélération haussière liée à deux événements qui sont finalement les résultats qui étaient assez convaincants et la résilience encore affichée pour le cinquième trimestre de suite des entreprises face à ce contexte. Ça fait quand même 5 trimestres qu'on attend que les bénéfices la 5e surprise. Et les bénéfices, ils ne baissent pas. Donc voilà, donc ça, c'est à un moment ou un autre, ça a eu toujours le même effet quand vous regardez sur les trimestres passés. C'est un effet de soulagement sur les marchés, sur les marchés actions. Ça, c'est évident. Et après, ça, c'est clé. Il y a eu un phénomène IA qui a été très fort, notamment aux États-Unis, qui a emmené le marché. Donc, que ça consolide. Je pense que c'est un phénomène assez naturel et plutôt assez sain. Et puis après, c'est vrai que là, du coup, comme le disait Christian, on passe sur une autre dynamique. On était plus sur des dynamiques micro, et là, on repasse sur des dynamiques plus macro, plus banque centrale. Et de ce fait, que ce soit Madame Lagarde qui a révisé à la hausse les prévisions d'inflation 23, 24, 25, ou Monsieur Powell, on n'est pas très rassuré sur la partie taux. Donc c'est clair et aussi le dernier mouvement de la Banque centrale de Grande-Bretagne. Donc là-dessus, ça fait une séquence qui est un peu plus compliquée sur les marchés actions, notamment liées au taux. Alors après, ce qui est compliqué en toute honnêteté, c'est que quand vous regardez les taux longs, ils sont remontés, puis là aujourd'hui ils baissent violemment avec le PMI, donc ils ont perdu tout ce qu'ils ont monté. Bien sûr. Donc on a vraiment toujours ce phénomène un peu de flou, c'est-à-dire qu'on est repassé nous en macro côté action, mais finalement côté taux ils sont moins un peu moins certains qu'on ait de la croissance et donc des hausses de taux à venir. Voilà, mais je pense que c'est assez naturel. Après, sur les prochaines semaines, je suis assez d'accord que on risque de repasser un petit peu dans un contexte un peu plus macro, qui va faire que les marchés vont être un peu tendus, notamment sur la partie. C'est toujours sur ces fameux deux risques, croissance et inflation. Donc là, on navigue entre les deux. On a l'inflation qui nous a gênés, puis là, finalement, c'est la croissance qui nous gêne aujourd'hui. Et je pense que du coup, les marchés vont osciller sur ces craintes ou ces espoirs en croissance-inflation. La saison des résultats qui s'ouvrira dans quelques semaines maintenant, faut-il en attendre une 6e surprise à la hausse des bénéfices des entreprises ? Maintenant, on commence à s'habituer ? Oui, non, mais ça va être... Alors, il y a quand même
même des préannonces qui sont un peu moins positives dans certains secteurs, mais vraiment, vous avez des segments qui souffrent maintenant de la récession industrielle, où la macro commence à avoir un effet. Voilà, donc je vous citais vraiment le secteur chimique qui est vraiment là au creux du trou. Donc on aura sans doute plus de divergences sectorielles en termes de dynamique bénéficiaire sur le marché. Mais sincèrement, vous allez avoir des pans entiers qui vont encore sortir de très très bons résultats. Tout le secteur financier, il n'y a aucun problème. De toute façon, il n'y a pas de hausse de défaut, il n'y a pas de sujet. Le secteur industriel, bien exposé, défense, bien d'équipement, exposé à l'IRA et autres, aucun problème. Toute la partie service, aucun problème. Donc tout ça, ça fait déjà bien sûr. Et ça fait une partie de la cote, une grosse partie de la cote. Le luxe, la partie conso tiendra, pas surtout, mais ça tiendra. Donc non, au final, c'est pas encore ce trimestre-là qu'on aura des grosses déceptions on aura des publications qui seront encore assez solides. Voilà. Après, le marché anticipe, c'est-à-dire que il va beaucoup regarder ce que disent les entreprises et il va beaucoup regarder aussi la macro. Si la macro commence à donner des gros signes d'inquiétude, là, du coup, il y aura un phénomène de réajustement. Mais nous, on n'est pas sur ce scénario-là. A priori, cette partie micro sera encore un soutien à compter de mi-juillet. Donc, juste un mot, il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même encore de l'inflation. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, pour les résultats dans le secteur des services qui a pu monter les prix, ça sera pas mal. En termes de progression de chiffre d'affaires et de résultats, ça sera pas mal. Il ne faut jamais oublier que les périodes inflationnistes ne sont pas mauvaises pour les progressions de résultats. Les résultats montent moins vite que l'inflation, mais ils montent. Donc pas d'inquiétude sur les bénéfices, pas d'inquiétude sur les marges non plus. A priori, oui. Alors, s'il y a eu de l'inflation, c'est qu'on a réservé des marges. Mais pas pour tous les secteurs, Voilà, pas pour tous les secteurs, ça c'est sûr. Voilà. Mais non, sur les marges, globalement, non, il n'y aura aucun. Mais après, il ne faut pas oublier, c'est que l'inflation était essentiellement liée aux matières premières et énergétiques. Là, ils ont une baisse de leurs profits, mais ça a été à quelqu'un d'autre. Oui, donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont profité de cette baisse des coûts, mais qui ne l'ont pas totalement donné aux consommateurs. Donc, on va voir qu'il va y avoir des effets de vase communicant entre les secteurs de cette inflation, puisque globalement, l'inflation a ralenti, mais beaucoup moins, finalement, qu'on pouvait l'espérer. Et donc, il y a sûrement des vases communicants qui vont s'opérer dans les résultats des boîtes. C'est-à-dire que les profits qui étaient très concentrés sur les pétrolières vont pouvoir être maintenant un peu plus répartis dans d'autres secteurs via le mécanisme baisse de coûts, hausse de prix des différents secteurs. Et on pourra se demander si ce sera peut-être enfin le moment des small and mid, mais juste avant, Alexandre Taïeb, votre analyse, votre vision un petit peu sur ces marchés, alors effectivement qui temporisent cette semaine, donc là c'est beaucoup en lien avec la macro, les banques centrales, mais effectivement on a vu des marchés américains qui ont été pas mal emmenés par cette thématique d'intelligence artificielle ces dernières semaines. Bon, alors la question c'est est-ce que les 10 entreprises qui ont fait cette hausse sont l'arbre qui cache la forêt, ou c'est les premiers de cordée d'une hausse qui continuerait quand même à progresser dans les prochaines semaines? En fait, il y a deux univers de temps, si vous voulez, entre la thématique intelligence artificielle qui va être très longue à se mettre en place et qui va prendre du temps avant qu'on voit vraiment quelque chose de matériel dans les profits, et le fait, disons, le temps du marché qui est d'anticiper celles qui vont profiter de l'intelligence artificielle. En fait, quand vous regardez le mouvement sur ces 10 actions-là, ou les quelques qui sont concernées par l'intelligence artificielle, c'est pour 80 à 85% de l'expansion de multiples pure. Il n'y a pas de profit qui a augmenté lié à l'intelligence artificielle de manière très sensible. Oui, c'est les valeurs dont on anticipe que c'est les plus probables à profiter d'une innovation comme celle-là. Exactement. Après, ça va amener des gains de productivité. Enfin, je crois beaucoup à la thématique. Je pense juste que, effectivement, économiquement, ça va être plus long à se mettre en place que le temps du marché. Pour le reste, sur cette semaine, le marché qui temporise, finalement, on se rend compte que c'est un marché qui ne sait pas vraiment où il va et il hésite, au même titre que les banques centrales. C'est-à-dire que quand vous regardez la volatilité sur le marché obligataire, elle est assez forte. Bien sûr. Mais au final, cette semaine, les taux n'ont absolument pas bougé, alors que vous avez eu 3 banques centrales qui se sont succédées entre la BO, Powell et la Banque nationale suisse, avec des discours plutôt hawkish. Mais au final, derrière, on a les indicateurs économiques qui nous disent « Ah ben en fait non ». Et d'ailleurs, je reviens sur le concept de crédibilité des banques centrales.
Bon, elles se sont déjà décrédibilisées par le passé. Mais ils le savent peut-être pas eux-mêmes. C'est ça le plus important. Effectivement. Mais je rejoins ce qui a été dit. Je suis assez gêné, en fait, pour la poursuite du mouvement de hausse du marché par cet objectif ancré de 2%, que je trouve un peu surprenant. Alors, ok, il y a une question de posture, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt avoir tendance à vivre avec une inflation plus élevée de manière durable. On parlait de 2,5, mais ça peut être 3. C'est une inflation tout à fait vivable et à laquelle il va falloir s'habituer. Et je pense que à terme, les banques centrales vont devoir augmenter leur objectif d'inflation pour s'adapter, justement. Donc c'est là où peut-être à plus long terme, elles se décrédibiliseront parce qu'atteindre les 2 ou voire passer en dessous de 2, ça me paraît très compliqué. Et puis sur le marché action, oui, alors on sent bien que le contexte macroéconomique n'est pas propice, mais dès qu'il y a la micro qui revient sur le devant de la scène, c'est effectivement un soulagement et le marché remonte. Et il y a un peu de prise de profit. Il y a des marchés qui ont très très bien fonctionné. Typiquement, on parlait de l'intelligence artificielle aux États-Unis, mais on peut aussi parler du Japon qui a fait un rallye très très fort depuis le début de l'année. On est aux alentours de 30% depuis le début de l'année. C'est globalement ce qu'a fait le Nasdaq aussi depuis le début de l'année. Ouais. Donc c'est une très bonne performance sur le Nikkei ou sur le Topix. Donc là aussi, il y a un peu de prise de profit parce qu'il y avait un grand espoir depuis le début de l'année qui était la fameuse relance, le fameux redémarrage de la Chine, qui peine un peu à arriver dans les faits, notamment sur la partie industrielle et construction. Sur la consommation, ça redémarre, mais légèrement. Et donc ça a eu tendance à décevoir le marché qui se dit, bon bah, même si c'était beaucoup de rachats de short, finalement, de faire 15, 20, 30% de performance, c'est pas si mal, c'est la performance d'une année, et donc je me retire un petit peu. Donc je me retire de Chine et je vais au Japon, c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a eu un peu de ça en début d'année. Sur le Japon spécifiquement, il y a plusieurs choses. En fait, c'est la dernière banque centrale vraiment accommodante et pour longtemps. La deuxième chose, c'est que la croissance n'est pas si mauvaise que ça. La troisième chose, c'est que la banque centrale, elle est accommodante, mais pour des bonnes raisons, leur inflation, elle est à 3% et ça leur va très bien. Et la quatrième raison, c'est que c'est finalement, en termes de proximité, la zone la plus facile à jouer si on veut jouer un redémarrage de la Chine, sans les risques de l'opacité de l'information en Chine. Bien sûr. Et en plus, vous rajoutez ce qu'on appelle, disons, la smart money qui revient un petit peu au Japon avec Warren Buffett qui achète des titres au Japon, avec des hedge funds comme Citadel qui se réinstallent au Japon. Ça donne envie de retourner sur cette zone-là. Et clairement, le TINA, là-bas, il est encore 100% là, avec 0,35 de taux 10 ans et 3 d'inflation. Si on va au Japon, c'est pour les actions. Donc c'était un bon trend. À plus court terme, je serai un peu plus prudent sur le Japon et même, j'allais dire, sur l'Asie en général. Je ne jouerai pas la Chine directement, mais le Japon, il y a un peu de prise de profit, donc je serai un peu plus prudent à court terme. Christian Parizeau, sur les marchés, alors effectivement vous mentionniez qu'il y a peut-être des effets de vase communicants. Est-ce qu'on peut faire un parallèle rapide et se dire que les small et mid cap pourraient enfin en profiter ou ce moment n'est toujours pas arrivé ? Non, je pense pas. Je pense que je vais décevoir. Non, après, pour jouer ce type de marché, il faut avoir un peu d'appétit au risque. Le problème, c'est que moi, je vois des marchés actions qui n'ont aucun appétit au risque, sauf une thématique. Et la seule thématique qui les a fait rêver, ce sont des thématiques qui sont déconnectées de la conjoncture, sur lesquelles on a une petite visibilité. Parce que quand vous achetez la thématique intelligence artificielle, vous achetez finalement, vous mettez de côté Monsieur Powell, vous mettez de côté la croissance, et vous achetez un potentiel, un avenir radieux sur une technologie. Donc vous n'achetez pas la croissance, vous n'achetez pas l'économie. Et là, aujourd'hui, si vous enlevez en Europe le luxe et aux États-Unis la thématique intelligence artificielle, vous avez des indices qui n'ont rien fait. Oui, donc ça montre que les gens n'ont pas d'appétit pour le risque. Oui, vous n'avez pas investi dans des pépites. Voilà. Vous estimez que demain ce sera les nouveaux GAFA. Vous avez investi dans les GAFA d'aujourd'hui. Voilà. Enfin, qui s'appellent plus GAFA, mais voilà. bon, et vous n'avez pas forcément envie aujourd'hui de prendre beaucoup de risques. Alors le jour où vous allez revenir sur des petites valeurs, c'est le jour où vous allez rejouer les cycliques. C'est le jour où vous allez jouer une reprise de la croissance économique. Là aujourd'hui, on n'en est pas encore là. D'une part, on n'a pas de visibilité sur la croissance économique. On en a tous parlé. On peut avoir tous des scénarios, on fait des projections à court terme, mais justement parce qu'on n'est pas dans un cycle classique, qu'on est encore très pollué par plein d'éléments, et donc on n'a pas de visibilité. Il faut avoir de la visibilité sur les banques centrales. Et on a vu qu'il y a eu quelques jours un petit retour sur les small caps, mais c'était un jour où on s'était dit, ça y est,
on a de la visibilité sur les banques centrales. Sauf que derrière, il y a Powell qui nous dit, Madame Lagarde qui nous dit, les décisions seront prises réunion après réunion, c'est-à-dire qu'on ne sait rien, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire le mois prochain. Donc, quand vous n'avez aucune visibilité sur les banques centrales, vous n'allez pas prendre du risque sur des petites valeurs. Donc, aujourd'hui, non, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Il faut vraiment, être dans l'idée qu'on passe ce soft landing, on a passé la récession, et deux, qu'on a de la visibilité sur ce que vont faire les banquiers centraux. Le jour où je suis certain que Powell interrompt réellement, qu'il a atteint son niveau de taux, là, je pourrais commencer à véritablement me réinstaller sur des stratégies un peu plus risquées. Pierre-Alexis Dumont, même question sur les small et mid. On a des grandes entreprises, des grosses capitalisations qui surprennent par leurs bénéfices trimestre après trimestre. On peut imaginer, faire un parallèle un peu rapide et se dire que des entreprises plus petites ont des clients qui sont des grandes entreprises qui surprennent trimestre après trimestre avec leurs bénéfices. Pourquoi on n'a pas de belles histoires sur les marchés small et mid? Ah non, mais ça dépend ce que vous croyez. Si vous croyez au meltdown, là, vous ne faites pas de small et mid. Si vous croyez au melt-up, vous faites des small et mid. Et donc, tout ça, derrière, c'est votre scénario macro. Voilà. Si vous avez un scénario de soft landing, ça commence à être le moment de faire des small et mid. Elles ont totalement corrigé leur effet Covid. Elles permettent aussi d'avoir de la diversification, et quand vous ne savez pas trop qu'est-ce qui va fonctionner, dans quel régime macro vous allez vous installer, c'est un avantage. Voilà. Et le troisième point qui est clé, c'est que c'est quand même des sociétés plus simples, avec beaucoup plus de leviers sur des niches, des plans de relance. Bien sûr, ouais. Et ça, c'est beaucoup moins diversifié qu'une grande capitalisation boursière. Par contre, ça a beaucoup plus de leviers, justement, en cas de réaccélération. Donc, c'est vraiment, en effet, une question de... Si vous êtes en soft landing, les investisseurs vont avoir un peu plus appétit au risque. Et là, forcément, on va commencer à regarder ces valeurs-là, parce que en tout cas, quand vous les regardez, il y a quand même des valeurs qui sont tentantes, sur des visions 3-5 ans. Bon, vous vous dites, ça ira peut-être un peu plus bas, mais à 3-5 ans, si on est dans un scénario macro correct, ça va bien fonctionner. Donc, nous, on commence, en tout cas, à regarder. On a assez peu de small mid, mais on commence à regarder pour vraiment deux raisons. Un, on est un peu plus positif sur le scénario économique. Et deux, ça nous permet d'un peu mieux diversifier nos portefeuilles, voilà, qui c'est vrai, ont, à mon avis, disons, un peu trop de concentration de risque sur quelques thématiques qui ont très bien fonctionné depuis le début de l'année. Alexandre Taïeb, pour terminer, alors peut-être qu'on peut élargir effectivement la question. Qu'est-ce que vous regardez dans le contexte actuel, dans les marchés, des points de vigilance ou au contraire des... Je vais revenir sur les small et mid, mais c'est presque un point qu'on peut élargir à tous les marchés finalement. Le maître mot, et je rejoins ce qui a été dit, c'est la liquidité. La liquidité que vous avez dans le marché va finalement driver la direction que vont prendre les small et mid. Et quand on est dans un scénario de soft landing, ce qui est mon cas en l'occurrence, on commence effectivement à regarder assez fortement les small et mid. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tout le monde pose la question. Oui, c'est vrai, puisque tout le monde l'attend. Donc déjà, ne pas sortir, pour ceux qui en ont. Et ensuite, regarder à effectivement rentrer, parce que ce soit les gérants, les allocataires, les clients, les journalistes, tout le monde se pose la question de quand est-ce que est le moment des small et mid. Et quand on regarde sur l'historique court, on se rend compte que 2018 était une année de forte sous-performance des small et mid, plutôt retrait de la liquidité avec première espèce de quantitative tightening de Powell. 2020 est une très bonne année, plutôt augmentation des liquidités. 2022, très mauvaise année, plutôt retrait de liquidités. Donc voilà, le maître mot est là, et la visibilité sur les banques centrales, il faut l'avoir. Ce qui serait presque l'opportunité majeure, c'est qu'il y ait quelque chose qui craque, où les banques centrales s'arrêtent complètement d'augmenter les taux, voire les baisses, et là vous repartez tout de suite. Ou si on voit un redémarrage du cycle post-soft landing, oui, s'y intéresser maintenant me paraît intéressant, mais c'est valable pour une grosse partie de la cote et pas que pour les small et mid, ça peut l'être aussi pour les émergents par exemple. Mais il faut retenir que pour les small et mid, tout le monde est prêt globalement, quoi. Sauf le marché. Ouais, absolument. Merci beaucoup Alexandre Taïeb, gérant analyste chez Sycomore Asset Management. Merci Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion actions et convertibles chez Groupama Asset Management. Et merci Christian Parizeau, président de Altair Economics. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Marché à thème.